Bonjour, je m'appelle Yves Roumégou, je suis conservateur au service régional de l'archéologie à la DRAC des Hauts-de-France. Alors moi j'ai commencé professionnellement tout d'abord à Lafond, principalement en Bourgogne et ensuite sur le chantier du Grand Louvre à Paris. Puis ensuite j'ai continué ma carrière dans un service territorial à Nevers et j'ai rejoint par la suite le ministère de la Culture en 1990 à Orléans en région centre. Donc il faut savoir qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas encore service régional de l'archéologie, mais direction des antiquités. Et d'ailleurs, encore antiquité préhistorique d'une part, historique d'autre part. Alors, dans les années 90, on était encore largement des archéologues de terrain. Et on prenait nous-mêmes assez souvent en charge les sondages et les fouilles à effectuer, avec le renfort d'archéologues soit de Lafond, soit d'autres associations, soit de bénévoles. La professionnalisation de la discipline, au moment où la nouvelle législation se met en place en matière d'archéologie à partir de 2001, a engendré une activité des SRA assez différente et plus spécifiquement tournée vers la maîtrise des aspects réglementaires et administratifs de l'archéologie, en répartissant les tâches de manière plus cloisonnée entre les acteurs, à savoir que les opérateurs comme l'INRAP s'occupent des missions sur le terrain, quant à eux, les SRA assurent la gestion de la recherche. Dans les services régionaux de l'archéologie, nous sommes en fait au tout début du processus de prise en compte de l'archéologie préventive. On est générateur de patrimoine. C'est notre appréciation en fonction des éléments dont nous disposons, comme par exemple les données de la carte archéologique ou bien notre connaissance du territoire, ainsi que notre décision qui font initier la recherche archéologique. Tout d'abord en prescrivant un diagnostic qui, s'il y a lieu, sera prolongé, si l'intérêt des vestiges est suffisant, par une fouille. Mais nos missions ne se limitent pas à cette seule archéologie préventive. On a également un rôle important à jouer dans le domaine de la médiation et de la valorisation pour restituer auprès de nos concitoyens le résultat des recherches et en faire comprendre l'intérêt. En effet, cette conscience de nos origines et de nos racines est un élément fondamental de cohésion sociale qu'il importe de ne pas négliger. Oui, en fait, il y a des thématiques spécifiques dans lesquelles je m'étais engagé dans le Nord, comme l'histoire des fortifications urbaines, et que je n'avais pas forcément retrouvé ailleurs. Le bassin culturel du Nord-Ouest européen possède une histoire et un patrimoine très riche aux périodes médiévales et modernes. C'est un des principaux foyers de la culture urbaine européenne, avec par exemple l'Italie du Nord. Alors l'émergence des villes y a suscité l'apparition de systèmes de défense de plus en plus sophistiqués. La confrontation des ambitions des puissances européennes, qui vont se focaliser ici, dans les anciens Pays-Bas, vont faire de nos régions un véritable laboratoire de l'art de fortifier. Alors bien évidemment, quand on évoque les fortifications dans le Nord, on ne peut pas s'empêcher de penser à Vauban et à son précaré. Mais c'est sans compter avec les dizaines d'ingénieurs militaires qui ont œuvré ici depuis la Renaissance. Tout d'abord venus d'Italie, justement, aussi bien pour le compte des rois de France que des souverains Habsbourg. Ensuite, les ingénieurs issus des nations respectives ont brillamment pris la relève. Dans les Flandres, Vauban n'a eu bien souvent qu'à aménager les places fortes existantes, à l'exception notable de Lille et d'Arras, qu'il dote d'une citadelle, ou de Dunkerque, qui l'érige en puissante place forte maritime. Alors la question du paysage archéologique est à considérer dans une perspective d'ensemble. Il est important de montrer, au-delà de l'aspect répressif de la chose, que l'objet, en soi et isolé, n'a que peu de valeur scientifique. Il ne trouve son intérêt qu'en rapport avec son environnement et son contexte. Retiré de ce contexte, il devient pratiquement muet et en retour, il prive le contexte de l'information qu'il détient. C'est comme si on retirait un mot, le sujet par exemple de sa phrase. Seul, il n'est compréhensible qu'en soi-même, mais dans la phrase, il lui donne tout son sens. Par exemple, César a envahi la Gaule. Vous retirez, pouf, César, mais vous vous demandez qui a envahi la Gaule. Donc en fait, il convient de rendre à César ce qui appartient à César. Si vous vous appropriez une pièce de monnaie issue d'un niveau d'occupation,
vous privez bien souvent ce dernier du seul indice qui aurait permis de le dater, et en plus de façon très pertinente. Ce sont ces pertes d'informations, le plus souvent marqueurs chronologiques, que provoque le pillage. Et ce sont des pertes irréparables, car les biens archéologiques ne sont pas des ressources renouvelables. En fait, il faut d'abord peut-être reformuler la question. Pourquoi s'intéresser aux périodes modernes et contemporaines? Alors je pense que quand on se place dans l'histoire, il faut la concevoir comme un continuum. Si l'on part du principe que l'archéologue s'intéresse aux traces de l'activité humaine, dès lors, pourquoi se fixerait-il arbitrairement des limites chronologiques? Bien que cela paraisse plus facile à aborder parce que c'est récent, il ne faut cependant jamais se dispenser d'établir une problématique spécifique, cohérente et adéquate. Les détracteurs de l'archéologie des périodes récentes présupposent que parce qu'on dispose de documents, de textes, de plans, il est inutile de fouiller. L'expérience prouve que la fouille peut apporter d'appréciables renseignements. Par exemple, quand nous nous sommes préoccupés du camp napoléonien d'Étaples, nous ne disposions que de plans théoriques. La fouille a permis de connaître la matérialité des vestiges, la morphologie des baraques et leur hiérarchie, l'organisation au sein du camp, les cuisines, les latrines, les dépotoirs. Le nord de la France s'inscrit, on l'a dit, au cœur d'un creuset de la civilisation occidentale aux périodes récentes, où s'est développée une florissante culture urbaine, objet de convoitise. Toutes ces activités, tant pacifiques que belliqueuses, ont inscrit des témoignages conséquents dans notre sol qu'il est important de prendre en compte. Oui, après plus de 40 ans d'activité dans l'archéologie, c'est difficile de faire un choix, tellement chaque chantier, chaque opération est chargée d'investissement. Bon, j'en retiendrai que 2 ou 3 pour des raisons bien spécifiques. Bon, en premier, le chantier du Grand Louvre à Paris en 1984, parce que c'est une étape importante dans ma formation, et une opération fondatrice de l'archéologie française pour les décennies suivantes. À l'époque, pour relever un tel défi, il fallait tout inventer. Constituer une équipe à la hauteur de l'importance du chantier, élaborer un enregistrement pour appréhender 2 hectares de niveau urbain pluristratifié, c'est-à-dire l'équivalent de 2 terrains de football, prendre en compte justement, et c'était une première à cette échelle, les vestiges d'habitat urbain de la période moderne. On posait les bases, en quelque sorte, d'une archéologie préventive planifiée qui n'était plus une archéologie de sauvetage telle qu'on avait dû la pratiquer au cours des décennies précédentes. Ensuite, mais parmi beaucoup d'autres menés dans le Nord, le chantier de Cambrai Église Saint-Martin en 1995, parce que c'est une opération où il a fallu s'imposer de haute lutte bien avant la loi de 2001, alors que le chantier de terrassement était déjà en route. Le dernier jour du chantier a été récompensé par la très belle découverte d'une Madone du XVe siècle. Enfin, le chantier d'Hasbrook en 2004, au cours duquel nous avons mis au jour un avion allemand de la Deuxième Guerre mondiale avec son pilote encore à bord. Dans ce cas, il s'agissait de transgresser les limites de l'archéologie classique pour aborder une période très contemporaine. Lors des obsèques de l'aviateur, il m'a été donné l'occasion de rencontrer la famille du défunt, chose assez singulière pour un archéologue habitué à fouiller des sépultures anonymes vieilles de plusieurs siècles. Alors cela introduit la question particulière de la prise en compte des périodes très récentes pour lesquelles le geste archéologique revêt aussi une dimension mémorielle, peut-être essentielle dans ce type de démarche. Enfin, ce qui m'a marqué particulièrement, en fait, au cours de la fouille d'Hasbrook, c'est que le pilote avait sur lui tous ses papiers dans son portefeuille, son livret de caisse d'épargne, son porte-monnaie avec justement dans le porte-monnaie des photos de sa petite amie, des lettres intimes et également justement son permis de vol, enfin des choses qui touchent vraiment à l'intimité justement de l'individu. Et ça c'est tout à fait exceptionnel justement d'avoir une rencontre de ce type qui vous met tout à fait en contact avec une réalité extrêmement tangible. En fait, lors de ce genre de découverte, on ressent une intimité particulière justement avec
avec la personne à qui on a affaire. On s'aperçoit qu'on a vraiment affaire à un individu. En plus, pour parler de manière très personnelle, puisque j'ai eu les papiers de ce pilote entre les mains, ce pilote avait exactement le même âge que mon père, donc c'était extrêmement émouvant, parce que ça introduisait un lien très particulier de temporalité, justement, entre le pilote que j'exhumais et moi-même. Pour moi, l'archéologie, c'est ce qui permet de se rendre compte de la matérialité de l'histoire et du caractère concret du temps qui passe. Mais les vestiges mis au jour ne sont qu'une part infime du quotidien de nos ancêtres, l'écume des jours. Il faut inventer en quelque sorte, non seulement découvrir au sens littéral du terme, mais aussi imaginer pour reconstituer les blancs. En somme, en archéologie, non seulement il faut faire des fouilles, mais il faut aussi se creuser les méninges.